toujours de notre mieux de s'accentuer ou bien de débattre sur des thèmes d'actualité. Comme on le dit, on est à l'approche de l'examen de baccalauréat et toujours il y a aussi le problème de la science politique. Donc aujourd'hui, on a deux invités de taille, deux invités qui sont très intéressants pour débattre. Nous avons M. Biaye. M. Biaye, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ndiaye. Voilà, ça c'est que je suis très content aujourd'hui. Voilà, d'être là avec vous. Voilà, pour entretenir sur des questions, bien, sur des objets qui nous concernent tous. Voilà, tels que la philosophie, la science. Voilà, ça c'est que je suis très content d'être parmi vous pour participer à la construction de la cité. Merci beaucoup, M. Biaye. À notre gauche, nous avons M. Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Ndiaye. Pour l'invitation déjà. Ça fait plaisir d'être parmi vous, pour débattre sur les questions, comme l'a dit mon confrère, des questions économiques, des questions sociales, des questions politiques aussi. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Très bien. Donc, comme on vous le dit toujours, les belles idées, il y a toujours de belles idées. Les idées n'en manquent pas. Donc, vous serez bien servis, chers téléspectateurs, chers internautes. Donc, M. Diallo, j'espère que vous allez me donner la chance de commencer à ma droite avec M. Biaye. Bonsoir, M. Biaye. Bonsoir. Donc, avant d'entrer toujours dans le sujet, on vous laisse se présenter. Qui est M. Biaye? Oui, M. Biaye, donc, je m'appelle Babacar Biaye. Oui. Voilà, ancien élève du lycée de Thiaroye. Bien entendu, j'ai passé par le collège SEM Matricé. Voilà, bon, là où j'ai fait beaucoup de choses, là où j'étais président, n'est-ce pas, du gouvernement scolaire, président du club scientifique, entre autres. Voilà, vice-président en tout cas du club scientifique. J'ai été aussi au lycée de Thiaroye, là où j'étais en même temps pendant, n'est-ce pas, cette année-là, donc le président du gouvernement scolaire. J'ai été toujours passionné de la philosophie, raison pour laquelle quand même. J'ai été aussi président du club philosophique. D'accord. Voilà, donc de façon résumée, donc je pourrais dire que voilà, c'est de cette façon-là que je pourrais quand même voilà, me présenter. Quoi. Très bien. Donc, M. Biaye, donc, nous savons toujours, on est à l'approche des examens. Et il n'y a plus l'anticipé philosophique. Donc l'épreuve de la philosophie est maintenant dans le programme normal. Donc, pour un mot aussi complexe, polysémique, est-ce qu'on peut définir la philosophie? Alors, comment on peut le définir? Monsieur Ndiaye, si je vous entends bien, vous voulez, n'est-ce pas, que l'on parle un peu sur la question qu'est-ce que la philosophie? Très bien. Voilà, donc vous avez bien de commencer, n'est-ce pas, à cette question-là, n'est-ce pas, parce que c'est la pédagogie elle-même qui voudrait que l'on commence par définir l'objet avant d'entamer une quelconque étude, quelle soit la philosophie ou toute autre forme de savoir. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que la philosophie me semble à la fois être une question paradoxale, n'est-ce pas, mais bien entendu complexe. Du simple fait que la philosophie est une discipline qui s'interroge sur elle-même sans pour autant parvenir à exhiber, n'est-ce pas, une définition suffisante, mais bien entendu unanimement partagée. Voilà, notez bien unanimement partagée. Voilà. Donc le problème de la philosophie, c'est que la philosophie se veut, n'est-ce pas, rebelle. La philosophie, n'est-ce pas, se veut, n'est-ce pas, en tout cas, libre, se veut personnel. Raison pour laquelle, pour dire ce qu'est la philosophie, a tout à fait été toujours un problème pour les penseurs en la matière. Et maintenant, vous aurez maintenant l'intelligence de comprendre que la philosophie ne peut être définie du simple fait qu'elle n'a pas un objet d'étude qui lui est propre. En ce sens, des tentatives de définition ont été proposées. Et là, donc, quel est le penseur qui me vient à l'esprit? Et là, je pourrais citer quelqu'un comme Platon. À cette question, qu'est-ce que la philosophie? Platon nous fait comprendre que philosopher, c'est apprendre à mourir dans son corps. D'accord? Et là aussi, Nietzsche prend son contre-pied pour nous faire comprendre que pour lui, philosopher, c'est apprendre à vivre. Philosopher, c'est célébrer la vie. Et là, vous verrez que toutes les deux, en tout cas, définitions, n'est-ce pas, de la philosophie sont contradictoires. C'est cela maintenant qui explique que la philosophie se veut personnelle. Et bien là, je pourrais citer quelqu'un comme Vladimir Tiankelevitch sur la question qu'est-ce que la philosophie aussi. Vladimir nous fait comprendre que philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi.
Donc vous verrez avec toutes ces, en tout cas, 3 tentatives de définition, que la philosophie reste toujours indéfinissable. Mais je pense que quelqu'un comme Karl Popper, n'est-ce pas, a réglé l'affaire. Sur la question qu'est-ce que la philosophie, Karl Popper nous fait comprendre que tout objet de définition rigoureuse de la philosophie est dès le départ tombé à un échec certain. Voilà, parce que dire la philosophie de façon exhaustive, de façon complète, est toujours impossible. Mais qu'en même temps, soit peu, des tentatives de définition ont été données par les philosophes en la matière, et là j'en ai cité 4, si je me trompe. Très bien. Donc si je vous entends bien, M. Biaye, donc il y a des tentations de définir la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Donc il n'y a pas une définition exacte, comme vous devez le dire tout à l'heure. Donc dire que c'est la philosophie, peut-être c'est rendre mort la philosophie. Oui. La philosophie. La philosophie, c'est vrai. Très bien. Donc de ce fait, quel est l'objet de la philosophie? L'objet de la philosophie, je pense que la première question implique la seconde. Très bien. Du simple fait que la philosophie n'a pas un objet d'étude qui lui est propre. Maintenant, dire ce qu'est l'objet de la philosophie, ça sera aussi un grand problème. Du simple fait que la philosophie n'a pas un objet d'étude qui lui est propre. D'accord? Quand on est sur cette question-là, je vais, en tout cas, permettez-moi de rappeler quelqu'un comme Aristote. Aristote nous fait savoir, en tout cas nous fait savoir, j'appelle philosophe celui qui a la totalité du savoir, n'est-ce pas, dans la mesure du possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la philosophie essaie de comprendre l'existence dans toutes ses dimensions, qu'elle soit transcendante ou immanente. Et bien entendu, en tout cas, surtout, en tout cas, la philosophie aussi essaie en tout cas de comprendre aussi tous les aspects de l'existence. En ce sens aussi dire ce qu'est avec exactitude la philosophie, n'est-ce pas, ou bien qu'est-ce que c'est que l'objet en tout cas de la philosophie, sera en tout cas toujours difficile. Mais on peut dire néanmoins que la philosophie tente tant soit peu, n'est-ce pas, d'embrasser en tout cas l'existence sur toutes ses dimensions, qu'il soit en tout cas transcendante ou immanente. Très bien. Donc la philosophie n'a pas d'objet. Donc il n'a pas d'objet propre. Pour qu'il lui est propre. Très bien. Qu'il lui est propre. Ok. Donc il y a beaucoup de questions qu'on va se débattre. Permettez-moi de poser la question d'être à la place de M. Diallo. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir. Donc comme la philosophie, aujourd'hui on note dans tous les pays du monde, ou bien ici en Afrique, il y a la question de définition de la science politique. Oui, d'accord. Monsieur Ndiaye, encore. Vraiment sur les questions, en tout cas, qui expliquent un peu l'aspect ou bien la connaissance de la philosophie. Si je vous entends bien, vous voulez dire, est-ce qu'on peut considérer la philosophie comme une simple, n'est-ce pas, quête, ou bien un simple art de vivre? N'est-ce pas? À cette question, bien entendu, permettez-moi de citer un grand penseur du nom, un grand penseur philosophe du nom de Ebenye Ndiomoyen. Voilà, c'est un grand penseur qui, dans ses salons, voilà, me semble avoir déjà répondu à cette question-là. Parce qu'Ebenye, donc, dans ses salons, il nous fait comprendre que la philosophie n'est pas et ne saurait être cette spéculation brumeuse, n'est-ce pas, détachée de la vie et de la réalité des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vers au-delà de la recherche, de la quête qu'elle offre à l'homme, la politique, bien entendu, la philosophie se soucie pour autant de la condition humaine. En ce sens, je pourrais en tout cas citer un exemple patent. Du simple fait que Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, avec son contrat social, qui aujourd'hui me semble inspiré, n'est-ce pas, partout, en tout cas, par toutes les nations, n'est-ce pas, pour s'organiser sur, en tout cas, sur le point de vue des lois. Donc, étant un philosophe, il a pu donner une œuvre majeure qui, aujourd'hui, les États ou bien les nations s'inspirent, en tout cas, pour s'organiser sur le point de vue des lois. Et pourtant, étant un philosophe. Alors, donc, les philosophes, je veux dire par là, vers au-delà de la quête, vers au-delà de la recherche qu'elle offre, la philosophie, ou bien les philosophes, s'intéressent aussi de la condition humaine. Donc on peut dire que la philosophie, en même temps, c'est la recherche perpétuelle du savoir. C'est la recherche perpétuelle du savoir, comme dira, n'est-ce pas, Karl Jaspers, que la philosophie est une et éternelle. C'est-à-dire philosophie à pérennes. C'est une quête perpétuelle du savoir.
Très bien. Donc, en ce sens, toujours dans cette perspective, la philosophie, c'est la quête perpétuelle du savoir, mais aussi un art de vivre. Un art de vivre, si vous voulez. Donc, on entend toujours dans notre école en classe de terminale que le philosophe est entre Dieu et l'ignorant. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire la différence et pourquoi cela aussi? D'accord. En tout cas, je suis très content, en tout cas, de cette question-là. Du simple fait que je vois cette citation donnée à tort à Platon, et pourtant cette citation, nous le devons à une grande philosophe, n'est-ce pas, grecque, n'est-ce pas, du nom de, comment dirais-je, Jotine de Mantinée, n'est-ce pas, qui aurait, en tout cas, initié Socrate sur la question d'Eros, c'est-à-dire l'amour. Alors, eh bien, Socrate le rapporte même dans le banquet. Dans le banquet qu'il était question, en tout cas, de faire des discours, n'est-ce pas, sur le dieu Eros. Lorsqu'il était tour à Socrate de prendre la parole, Socrate, au lieu de parler, n'est-ce pas, de ses propres connaissances, n'est-ce pas, il a préféré rapporter le discours qu'il avait entretenu avec Jotine, en tout cas, de Mantinée. Et dans ce discours-là, c'est dans ce discours-là maintenant que se trouve, en tout cas, la citation que vous venez de demander. Et maintenant, le discours s'ouvre par cette question. C'est Socrate même qui demande à Jotine de Mantinée, eh bien, est-ce que les dieux philosophent? Jotine lui dit, les dieux ne philosophent pas, n'est-ce pas, ils ne désirent pas être savants. Du simple fait que, en général, quand on détient quelque chose, on ne la cherche pas. Et c'est de la même façon que les ignorants aussi, c'est Jotine qui continue, de la même façon que les ignorants aussi ne philosophent pas. Du simple fait que l'ignorance a ceci de face, n'ayant ni bonté, ni beauté, ni séance. Car on s'en croit suffisamment pour vivre. D'accord? Et maintenant, elle finit avec maintenant cette affirmation que ceux qui philosophent, ce sont ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire entre les dieux et les ignorants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les dieux détiennent le savoir et ils ne le cherchent pas. Et le philosophe, ou bien la philosophie, n'est pas un ensemble de connaissances qu'il me suffirait en tout cas maîtriser pour me proclamer philosophe. Et le philosophe ne connaît pas, et non plus il n'enseigne pas aussi. Donc on ne peut pas dire que le philosophe est un dieu. Parce que les dieux connaissent, alors que le philosophe se dit déjà pauvre en matière de connaissances. Et il n'est pas non plus un ignorant, parce que l'ignorant pense savoir, alors que le philosophe sait qu'il ne sait pas. Et permettez-moi de citer cette belle citation que tous les élèves de terminale maîtrisent, du simple fait que Socrate, n'est-ce pas, aurait dit, ce qui fait ma supériorité au sein des hommes, c'est que moi je sais que je ne sais pas, alors que les hommes ne savent pas qu'ils ne savent pas. Pour ainsi dire que le philosophe n'est ni Dieu, ni en tout cas ignorant. Très bien pour cet éclaircissement. Donc toujours dans cette perspective, on peut demander aujourd'hui, qu'est-ce que la maïeutique? Que tout le monde... La maïeutique. Vous savez, Socrate, la mère de Socrate était en tout cas une sage femme, n'est-ce pas, qui aidait en tout cas les femmes à accoucher des enfants. En tout cas, qui aidait les femmes à en tout cas accoucher des enfants. Et Socrate, n'est-ce pas, ayant en tout cas grandi dans cet entourage-là, lui, il se considère pour autant comme en tout cas l'accoucheur des esprits. Il utilisait maintenant cette maïeutique-là, qui est un moyen en tout cas de pousser à son interlocuteur d'accoucher ce qu'il connaît déjà. Et pourquoi Socrate pensait que les gens se connaissaient? Parce que pour Socrate, déjà, philosopher, ce n'est rien d'autre que la réminiscence. D'ailleurs, par là, il veut dire tout simplement que tous les hommes savent, ou bien tous les hommes savaient. Maintenant, ayant entré en matière avec l'existence, ayant déjà entré en contact, je veux dire, avec l'existence, c'est en ce sens que beaucoup, en tout cas, de gens ont oublié leur connaissance antérieure. En ce sens, le maître Socrate, pour en tout cas rappeler en tout cas les gens ce qu'ils connaissaient, il utilisait ce qu'on appelle la maïeutique. Et la maïeutique de Socrate est constituée en tout cas par des questions, n'est-ce pas, très en tout cas intelligentes, qui poussent, n'est-ce pas, à l'interlocuteur de sortir, n'est-ce pas, ce qu'il a en tout cas dans la passée. Et maintenant, dans cette maïeutique-là, Socrate, il ne mentionne nulle part qu'il connaît lui. Il te met en œuvre pour que tu puisses sortir, n'est-ce pas, ce que tu as en esprit. Le temps ne nous le permet, mais sinon j'aurais en tout cas cité en tout cas cette
grande discussion qu'il avait, n'est-ce pas, avec Hippias, Hippias. jusqu'à en arriver pour lui faire comprendre qu'il ne connaissait pas, alors qu'il pensait en tout cas connaître. Très bien, donc on aura quelques jours, on aura beaucoup de plateaux pour en discuter. D'accord. Donc permettez-moi de revenir à notre étudiant en sciences politiques, M. Diallo. Donc M. Diallo, aujourd'hui on a comme l'impression que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le sens péjoratif de l'existence de la philosophie, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres formes de savoir pour que la philosophie vienne pour amener les autres, on peut dire ça? En tout cas, je suis très encore content, n'est-ce pas, de cette question-là qui parle un peu des origines de la philosophie. Et encore, est-ce qu'il y avait d'autres formes de savoir, bien entendu, avant, n'est-ce pas, l'apparition de la philosophie. Alors, pour la question des origines de la philosophie, en philosophie, n'est-ce pas, nous acceptons, n'est-ce pas, deux origines de la philosophie, à savoir l'origine historique, pour parler sur le point de vue de temps, de l'espace, là où la philosophie est née. D'accord? Et maintenant, il y a encore une autre origine qui est l'origine causale, c'est-à-dire comment la philosophie est entrée en la conscience humaine. D'accord? Et maintenant, sur le point de vue de l'origine historique, bon, il y a un débat très controversé sur le point de vue, n'est-ce pas, de l'origine historique de la philosophie. Parce que certains estiment que la philosophie est née en Grèce antique, n'est-ce pas? D'autres pensent que la philosophie est née en Égypte. D'autres même situent l'origine de la philosophie en Égypte. Maintenant, sur les deux, en tout cas, thèses déjà citées, c'est-à-dire ceux qui défendent que la philosophie est née en Grèce, et bien entendu, et ceux qui défendent que la philosophie est née, bien entendu, en Afrique plus précisément, donc en Égypte antique. Ce sont ces deux thèses-là, en tout cas, qui se confrontent le plus. Et permettez-moi de citer Hegel, comment il conçoit cette question de l'origine historique de la philosophie, pour discréditer, en tout cas, la philosophie africaine, disant que la philosophie ne saurait, en tout cas, avoir comme origine l'Afrique. Du simple fait que tout peuple qui n'a pas connu la liberté, c'est Hegel qui parle, n'est-ce pas, en tout cas, je le paraphrase. Hegel dit, tout peuple qui ne connaît pas la liberté ne peut pas avoir de pensée philosophique. D'accord? Pour ainsi dire que la philosophie, n'est-ce pas, n'a pas pour origine, n'est-ce pas, en tout cas, bien entendu, l'Égypte antique, n'est-ce pas? Il dit que la philosophie est née en Grèce antique, n'est-ce pas? Du simple fait que les Grecs étaient toujours libres, ils se rencontraient dans, en tout cas, la place publique, se réunir pour discuter, en tout cas, sur des questions diverses de la société. Et de cette discussion confondue qu'est, en tout cas, née ce qu'on appelle la philosophie, aujourd'hui, n'est-ce pas, enseignée de différentes formes, en tout cas, dans nos universités. Alors, à cette question aussi, à cette question à savoir, la philosophie est née en Grèce antique, Cheikh Anta nous fait comprendre que les Grecs ne faisaient que des empereurs inavoués. C'est-à-dire, ils venaient en tout cas, dans un espace ou bien dans un pays, en tout cas, apprendre là-bas beaucoup de choses. Une fois chez eux, ils disent que c'est leur propre savoir. C'est là qu'il veut dire, c'est de cela qu'il veut expliquer en disant que les Grecs ne font que des empereurs inavoués. En ce sens, il nous dit que, et bien entendu, beaucoup pensent que c'est une citation en tout cas de Cheikh Anta, et moi je dirais non, ce n'est pas une citation de Cheikh Anta. Bien entendu que j'ai appris en classe que c'était une citation de Cheikh Anta. Mais mais avec les recettes, n'est-ce pas, avec la documentation et les lectures, voilà, j'ai pu comprendre que ce n'était pas pourtant une citation de Cheikh Anta, mais plutôt une citation d'un grand penseur du nom de Emaliano. Emaliano nous fait dire qu'on a eu raison d'admirer le génie spéculateur des philosophes grecs en général et celui de Platon en particulier. Et cette admiration que nous avons pour les philosophes, nous le devons en tout cas aux Égyptiens, n'est-ce pas, aux Égyptiens, c'est-à-dire aux prêtres égyptiens. Car si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ne ferons qu'un acte de justice. Pour ainsi dire que la philosophie est née en Grèce antique. Donc là, vous verrez aisément avec moi que la question de l'origine historique de la philosophie est toujours en tout cas un débat sombre, en tout cas un débat très complexe. Maintenant, bon, je vais m'en passer de cette question-là parce que cette question-là tient beaucoup de l'histoire que la philosophie elle-même. Donc, je vais en tout cas revenir un peu sur la question, n'est-ce pas, de la
de l'origine causale de la Causale philosophie. de la Comment la philosophie est entrée, n'est-ce pas, dans la conscience humaine. La philosophie est entrée dans la conscience humaine par un élément qu'on appelle l'étonnement. L'étonnement, n'est-ce pas, c'est un état inhabituel qui hante le sujet. Quand on parle en philosophie le sujet, on va parler de celui-là qui essaie tant soit peu de comprendre les choses. Bien entendu, donc l'étonnement, c'est un état inhabituel qui entre le sujet, n'est-ce pas, et qui suscite en lui des questionnements. Donc je pourrais résumer. On peut dire c'est comme le doute ou bien. Oui, l'étonnement et le doute se rapprochent un peu. Mais il y a une petite nuance. C'est que l'étonnement, c'est le besoin de comprendre en raison. Maintenant, le doute, c'est le rallongement ou bien la continuité de l'étonnement, n'est-ce pas, en raison. C'est-à-dire, on s'étonne, n'est-ce pas, accompagné des questionnements qu'on veut maintenant éclaircir, ou bien qu'on va en tout cas répondre. Maintenant, pour répondre à ces questions-là, le philosophe passe par un élément majeur qu'on appelle le doute. Le doute, maintenant, qui est une action, n'est-ce pas, que le sujet fait en esprit pour comprendre les choses en raison. N'est-ce pas? Ainsi, donc, en tout cas, un grand penseur dira, en tout cas, sur le doute, du nom de Descartes, et nous dit: il me faudrait entreprendre sérieusement, une fois à ma vie, de me défaire de toutes les connaissances que j'avais jusqu'alors à ma créance, si je voulais une chose certaine et constante dans les sciences. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vers au-delà, en tout cas, de l'étonnement qui crée dans la conscience humaine le besoin de comprendre, le doute vient en tout cas pour aider à la manifestation de la vérité rationnelle, je dis bien de la vérité rationnelle. D'accord? En tout cas, donc, je pourrais définir le doute, n'est-ce pas, comme un élément révélateur de la vérité en philosophie. Donc, si je vous entends bien, donc il y a le point de départ qui est l'étonnement. 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 Donc, de ce fait, on peut dire que l'étonnement ne fait pas dans les autres formes de savoir, comme le mythe ou bien la religion. Non. Donc, est-ce que vous pouvez faire la différence entre pourquoi la philosophie, mythe et religion? D'accord. Maintenant, permettez-moi aussi de dire que tout le monde s'étonne. S'étonne, très bien. Mais l'étonnement du philosophe est différent, n'est-ce pas, de l'étonnement du commun des mortels. C'est-à-dire, le commun du mortel, il s'étonne sans pour autant, en tout cas, avoir des questionnements dans leur conscience. Alors que le philosophe, une fois s'étonné, il a des questionnements dans le sens de pouvoir, en tout cas, les résoudre, en tout cas, les régler, n'est-ce pas, à raison. Et bien entendu, je vais commencer par le mythe. Le mythe entretient des relations conflictuelles avec la philosophie. Mais tant soit peu, néanmoins, nous cherchons quand même, nous allons chercher aussi s'il existe en tout cas des points de rapprochement du mythe et en tout cas la philosophie. D'abord, le mythe est une explication du monde, n'est-ce pas, en imagination. En imagination. Mais le problème avec le mythe, c'est que le mythe fait recours à des dieux ou bien à des êtres surnaturels. Ce qui est inadmissible au regard du philosophe. Pour qui, lui, doit être ramené au sein de la raison. Du coup, le philosophe entre en conflit perpétuel avec le savoir mythique. En plus, la connaissance mythique est insensée et fixe, c'est-à-dire fermée à toute, n'est-ce pas, tentative de discussion. Alors que la philosophie se veut critique, rationnelle, questionnement sensé. Donc, vous verrez aisément que la philosophie et le mythe entrent, n'est-ce pas, en conflit. Mais quand même, en dépit de toute, en tout cas, dissemblance, le mythe comme la philosophie ont en tout cas des points de rapprochement du simple fait, n'est-ce pas, qu'ils, en tout cas, voilà, qu'ils tentent en tout cas d'expliquer en tout cas l'origine du monde que les anciens Grecs appelaient l'arché. Même si le mythe, en essayant d'expliquer l'origine du monde en imagination, mais il se ressemble avec la philosophie du simple fait qu'il tente aussi d'expliquer l'origine en tout cas des choses. Et la philosophie et la religion? Alors, bien entendu, disons que la religion aussi peut être définie comme un bien commun qui lie l'individu ou bien la communauté avec un élément qu'on appelle le divin ou bien Dieu. Alors, maintenant, ce rapport, n'est-ce pas, du créateur et son créé est rendu possible par ce qu'on appelle la foi. Eh bien, qu'est-ce que la foi? La foi est une observance des règles de façon scrupuleuse, n'est-ce pas? Pour ainsi dire, donc, de façon dogmatique. Alors, et pour le philosophe, le dogmatisme est un obstacle pour la connaissance.
Et permettez-moi de citer quelqu'un comme comment dirais-je, Marx, qui dira la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire la religion est un obstacle peut-être, en tout cas, qui tient en tout cas les sujets ou bien les individus à, n'est-ce pas, aller vers la connaissance. Bien vrai qu'il y a des penseurs contemporains du siècle, quelqu'un comme Cheikh Idrissa Tounkara, qui nous fait comprendre que ce n'est pas la religion qui est l'opium du peuple, mais c'est une religion mal comprise qui est pire que l'opium. C'est-à-dire, pour moi, la question, n'est-ce pas, dogmatique que la philosophie entretient avec la religion est souvent mal enseignée, n'est-ce pas, donc par bon nombre, en tout cas, de professeurs. Parce que pour beaucoup de personnes, qu'en religion, il n'y a pas lieu où le sujet peut utiliser sa raison. Alors que dans le Coran, il est toujours jalonné, n'est-ce pas, dans les versets où Dieu nous fait comprendre que si un fasik, en tout cas, vous donne une information, mais vérifiez-le. Mais qu'est-ce qu'une vérification? Une vérification n'est rien d'autre, en tout cas, qu'un questionnement que l'on, en tout cas, pose pour essayer de vérifier de façon philosophique, n'est-ce pas, l'information donnée. Eh bien, il est donné, en tout cas, sur d'autres, en tout cas, versets où Dieu nous fait comprendre est-ce que vous êtes des êtres, est-ce que vous pensez, est-ce que vous raisonnez, tout ça, voilà. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui montrent que aussi, dans la religion, il y a aussi lieu où, en tout cas, le sujet, n'est-ce pas, peut utiliser sa raison pour comprendre certaines choses. Bien vrai qu'il y a des choses en religion que l'on ne peut pas expliquer en se basant sur la raison. Mais je voulais tout simplement expliquer de façon plus claire, n'est-ce pas, le dogmatisme que les gens définissent par une adhérence aveugle, en tout cas, des conceptions ou bien des enseignements de la religion. De la religion, très bien. Comme il dit dans le Coran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ñu gën a ragal yàlla comme les wolof ñu gën a ragal yàlla si yéen mais ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi. D'accord. te yaakaar naa ne borom xam-xam moom passé na sax la conscience ou bien l'esprit philosophique. D'accord. Très bien. C'est Comme ça. disait M. Tounkara, c'est la religion mal comprise qui est l'opium du Pire peuple. que l'opium du peuple. Très bien. Donc on va revenir à nos étudiants pour notre dernier. La philosophie n'est pas une discipline aussi compliquée. C'est juste une question de raison, n'est-ce pas? Une question de concentration. Voilà. En tout cas, tout ce qui est rationnel, disent en tout cas les philosophes, peut être conçu ou bien peut être compris, n'est-ce pas, en raison. D'accord? Il suffit tout simplement de bien apprendre leur cours et bien, en tout cas, bien s'exercer. Et surtout, essayer de comprendre, en tout cas, comment dirais-je, la langue française surtout. Voilà. Parce qu'avec les sujets, n'est-ce pas, en philosophie, il faut en tout cas avoir un niveau de français très élevé pour pouvoir s'en sortir. N'est-ce pas? Donc je leur en tout cas conseille le calme et la sérénité en tout cas pour pouvoir en tout cas bien raisonner, bien développer et avoir, n'est-ce pas, en tout cas de grandes notes et pour passer en tout cas le bac. Donc je vais en terminer avec une situation d'un grand écrivain qui est Paulo Coelho. Donc le monde est un âme et qui comprend, l'âme comprend le langage de tout. Donc c'est pas ces citations que je remercie aussi notre maître spirituel qui a participé dans notre formation tant spirituelle et professionnelle. Donc je vous dis à samedi prochain avec d'autres thèmes. Merci beaucoup, chers internautes. Avec Folie Radio. Regardez aussi tout ce qui se passe chez nous, en Afrique et partout dans le monde avec Folie TV. Le groupe de presse Folie Média, c'est aussi une application à télécharger sur Play Store, un portail web à visiter